Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Donc c'est le 6e webinaire que nous organisons sur la lutte contre la pauvreté en partenariat avec le Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po et l'Université de Tours. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début de ce cycle, enfin en fait de ces 2 cycles très exactement, puisque là nous sommes à la fin de notre 2e cycle où nous essayons d'interroger justement cette lutte contre la pauvreté avec une approche économique. Donc après un premier webinaire en mars où nous nous étions intéressés à l'insertion économique des personnes dites peu qualifiées et un deuxième en avril sur les chantiers de la transition écologique comme vecteur de lutte contre la pauvreté, nous avons décidé ce soir de mettre en perspective 2 approches concrètes de cette lutte contre la pauvreté, la question du revenu minimum garanti et l'emploi pour tous. Donc c'est sûr que, à mon avis, les échanges qu'on va avoir ce soir vont s'inscrire, se mettre en perspective des 2 précédents webinaires. Et pour terminer ce cycle, il nous semblait intéressant justement de s'arrêter sur des propositions concrètes afin de les analyser et les discuter avec ceux qui les portent et qui les défendent. Soit des propositions qui sont déjà en cours, comme Territoire zéro chômeur de longue durée par exemple, ou d'autres qui sont encore au stade de propositions comme la garantie à l'emploi vert ou le revenu minimum garanti. Pour discuter tout ça, ce soir, nous avons 4 intervenantes. Alors peut-être que 3 en ce moment, on va voir, je vais faire l'appel et puis on va voir qui répond. Mais il y a Michel de Virville, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Véronique Fayet, bonsoir. Vous êtes présidente du Secours catholique Caritas France. On vous a invité, outre toutes les actions et toute de lutte contre la pauvreté que porte le Secours catholique, le Secours catholique a publié il y a quelques mois un rapport intitulé « Sans contrepartie pour un revenu minimum garanti ». Et c'est de celui-là dont on aura l'occasion de parler plus particulièrement ce soir. Noam Léandri, bonsoir. Vous êtes l'ancien président de l'Observatoire des inégalités. Vous l'avez été pendant 6 ans. Et vous êtes co-auteur d'une note qui s'intitule « Pour la création d'un revenu minimum unique ». D'ailleurs, sur cette note, je me permets de préciser, parce que c'est précisé sur la note, il est indiqué que ces propositions n'engagent que ses auteurs et non l'organisme dans son ensemble. Donc, c'est à ce titre-là que vous exprimez ce soir. Et je vois que Lénie Benbara nous a rejoint. Bonsoir Lénie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. Veuillez m'excuser, j'ai eu des petits soucis de connexion. Aucun souci, vous êtes là au bon moment. Merci d'être là avec nous ce soir et vous êtes le directeur de la campagne Un emploi vert pour tous et responsable des publications de l'Institut Rousseau. Et rentrons directement. Merci. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet du coup et je vous pose une première question à vous, Véronique Fayet. Donc le Secours catholique défend cette idée d'un revenu minimum garanti et sans contrepartie. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer en quoi consiste ce revenu minimum et d'où vient cette proposition, et particulièrement la revendication du sans contrepartie? Oui, alors bonjour à tous, bonjour Martin, et merci au CERAS d'organiser cette rencontre. Voilà. Donc le rapport pour un revenu sans contrepartie est une coproduction, si je puis dire, du Secours catholique et de l'association Equitase. Mais Daniel Verger, qui est un des auteurs, est dans la salle, donc il pourra répondre à toutes les questions précises que vous aurez après. Alors, pour planter un peu le décor, je dirais que tout part d'une rencontre, ou plutôt 2 rencontres avec un S, avec des allocataires du RSA. Alors ça, je crois que c'est important aussi, parce qu'au Secours catholique, nous sommes des adeptes de cette culture de la rencontre dont le pape François nous parle sans arrêt, parce que sans rencontre, eh bien, au fond, vous ne connaissez pas ce que vivent les gens, vous ne savez pas ce qu'ils vivent vraiment, voilà, dans le détail de la vie quotidienne, leurs souffrances, leurs difficultés. Et donc, on peut facilement, dans ces cas-là, mettre à distance
et rester dans l'anonymat. Eux, les bénéficiaires du RSA, eux, qu'on traite facilement de fraudeurs et de profiteurs. Et donc, sans ces rencontres, à vrai dire, nous ignorions tous, même au Secours catholique et à Equitase, qu'il y avait au moins 6% des allocataires du RSA. L'Audace, l'Observatoire décentralisé de l'action sociale, dit que c'est plutôt 10 à 15%, mais au moins 6% des allocataires du RSA qui étaient punis ou sanctionnés pour différentes raisons. Des raisons très administratives, hein. Non-présentation à un rendez-vous, non-respect des termes du contrat, une case mal cochée à Pôle emploi, un courrier mal compris ou même pas reçu du tout. Voilà. Donc, des raisons administratives, tout cela, bien sûr, hors fraude avérée. On ne parle pas de ça, on est évidemment tous d'accord pour dire que les fraudes avérées doivent être sanctionnées. Là, on parle de raisons plutôt administratives, légales ou pas légales d'ailleurs, parce que par exemple, une convocation à une réunion collective à laquelle un allocataire ne pourrait se rendre, eh bien, n'est pas une raison, ne peut pas être sanctionnée, c'est absolument interdit. Donc 6% des allocataires, c'est pas rien, et c'est certainement beaucoup plus. 6%, c'est autour de 240 000 personnes. Bah tiens, c'est justement l'équivalent de la bonne vieille ville de Bordeaux dans laquelle je vis. Donc c'est beaucoup de monde. Et donc des gens qui sont. Qu'est-ce que ça veut dire sanctionner? Ça veut dire que par exemple on divise par 2 le RSA. On l'ampute l'allocation de 50%, voire de 80%, voire en totalité. Donc quand on sait qu'on part d'une allocation de 500 € pour une personne seule, on voit que là, on est réduit à l'extrême misère. Et pour comprendre ce climat d'insécurité, de peur dans lequel vivent les allocataires du RSA et comprendre ce qui a été le point de départ de ce rapport, je voudrais vous lire le dialogue entre Jérôme, donc, qui est un des co-chercheurs là, de l'association Equitase, et puis une personne une femme qui bénéficie du RSA. Elle lui envoie un SMS à 5 h du matin en lui disant « Je suis réveillée en pleine nuit, demain, conseil disciplinaire RSA. Je dois leur expliquer pourquoi j'ai stoppé mon contrat d'insertion. Je ne rentre plus dans les cases. C'est une souffrance d'avoir à me justifier tout le temps. » Et donc Jérôme lui dit « Bon, ben, on va en parler demain, t'inquiète pas. » Et donc, cette dame répond « Toutes ces procédures me fatiguent. J'ai de la colère, mais ça va aller. J'ai préparé ma plaidoirie et je plaide non coupable. » Donc, le vocabulaire est important parce qu'on voit que cette dame se sent mise en accusation. Elle va devoir plaider. Et on voit que ce que les travailleurs sociaux appelle une commission pluridisciplinaire, donc quelque chose soi-disant de très très bienveillant, une commission parmi tant d'autres, eh bien, l'allocataire du RSA, il entend conseil disciplinaire. Voilà. Donc on voit à quel point les mots ont un sens différent. Est-ce que l'administration d'un département peut, bon, allez, admettons qu'il soit de bonne intention, peut entendre comme une commission bien intentionnée qui va examiner la situation des bénéficiaires du RSA, des allocataires, est en fait vécu par eux comme un conseil de discipline. Donc on voit le gouffre d'incompréhension qu'il y a entre une administration et des allocataires. Et donc, je crois que c'est important d'entendre ça, ce malentendu sur les mots, pour agir et abolir cette pratique de sanction. Parce que, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Quand on dit un revenu sans contrepartie, ça ne veut pas dire qu'on évacue toute idée de contrat avec les personnes, d'un accord dans lequel on définirait un parcours d'insertion. Non, c'est plutôt sans sanction, sans punition, de manière à mettre les gens dans la sécurité. Parce que toutes ces sanctions font que les gens sont en permanence dans l'insécurité et que quand la sanction tombe, ils sont jetés dans la plus grande misère, ils n'ont plus rien. Mais même cette insécurité est très préjudiciable parce qu'elle empêche toute mobilisation. Quand vous avez peur d'être sanctionné, de vous trouver sans rien,
il n'est pas question de se mobiliser pour rechercher un emploi, se lancer dans un parcours d'insertion, etc. Donc, ce qu'on voudrait avec ce revenu sans contrepartie, et donc sans sanction, c'est vraiment restaurer la confiance, retrouver le principe de base de la sécurité sociale qui était de libérer tous les citoyens de la peur du lendemain. C'est un très beau principe, se libérer de la peur du lendemain. Eh bien, c'est à ça qu'on voudrait revenir. C'est une question d'humanité, parce qu'on ne peut pas penser que quelqu'un va pouvoir vivre avec 200 € par mois, mais c'est aussi assurer à tous les citoyens une sécurité de base, donc avec un socle intouchable. Donc aujourd'hui, il est de 500 € et on a eu beau batailler depuis plusieurs années pour demander au gouvernement une augmentation. Je vous informe, j'ai la grande chance de vous annoncer que au 1er avril, le RSA a augmenté de 0,1%. Pas de 1%, de 0,1%. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une honte. Ça veut dire qu'il a, pour une personne seule à 500 €, il a augmenté de 50 centimes. Et pour une famille de 3 enfants, donc il est passé royalement de 1 016 € à 1 017 € en un an. Donc, on sait que ce socle est bloqué et qu'il y a une espèce d'idéologie. Vous connaissez l'histoire, hein, plus on augmente le revenu et plus on encourage la fainéantise des personnes. Donc, mais qui est au moins un socle intouchable. Et peut-être, alors on en parlera peut-être avec Noam, un montant complémentaire pour des parcours d'insertion un peu plus, peut-être plus dynamiques et plus actifs. Mais en tout cas, un socle intouchable à minima de 500 €, mais évidemment, on souhaiterait qu'il soit au niveau du seuil de pauvreté. Deuxièmement, un revenu qui soit versé de façon automatique, que les gens n'aient plus à prouver sans cesse qu'ils sont pauvres, parce que c'est un facteur très important de non-recours et de découragement et de rupture. Parce qu'au bout d'un moment, il manque toujours un papier, il y a toujours, on change de département, donc ça n'a pas suivi, donc on se retrouve facilement sans ressources. Et bien sûr, un élargissement aux jeunes de plus de 18 ans et aux étrangers qui sont là sur le territoire français en situation régulière depuis peut-être 1 an ou 2 et non pas 5 ans comme aujourd'hui. Et cela, et quatrième condition, donc avec un accompagnement de qualité. Voilà. Alors, on devrait mettre ça en premier, peut-être même, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un revenu, justement, comme ça, libre de droit, encore que c'est une question d'humanité, et donc c'est bien ça qu'on veut au fond, mais qu'on veut aussi, et les gens veulent pas avoir tout cette façon de travailler, souhaite cette automaticité pour être libéré des tâches administratives et ne plus faire que de l'insertion. Donc, dans ce combat, on a des alliés. On sait qu'il y a beaucoup de conseils départementaux, notamment celui de la Gironde, qui voudraient s'engager vers un revenu minimum sans contrepartie pour mettre le paquet sur l'insertion professionnelle. Donc, voilà en quelques mots ce qu'on entend par un revenu minimum garanti sans contrepartie, donc Merci, Véronique. La connexion, il y a quelques sauts à la fin, mais je crois qu'on a bien compris, en tout cas, les 4 principes du revenu minimum garanti, un revenu socle, un revenu automatique, aussi pour les jeunes de moins de 25 ans et les étrangers, et un accompagnement de qualité. Merci beaucoup, Véronique, et on aura l'occasion de détailler ça dans un second tour de parole. Je me tourne vers vous maintenant, Noam Léandri, parce que vous aussi, dans cette note, vous proposez, que vous avez produite, vous proposez la création d'un revenu minimum unique à 860 € par mois, soit 50% du revenu médian. Véronique Fayet parlait du seuil de pauvreté, donc on a à peu près à ce même niveau. Est-ce que vous, quand vous avez décidé de proposer cette idée, à entendre Véronique Fayet, vous partiez des mêmes constats que le Secours catholique?
Oui, alors on est parti surtout d'un constat. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. On est parti d'un constat, c'était qu'on était à peu près, on avait fêté le premier anniversaire du plan pauvreté qui avait été présenté par le président de la République à l'automne 2018. Et je vous avoue que quand il avait été présenté, je pense que beaucoup d'acteurs de la solidarité avaient été enthousiastes à l'idée d'entendre le président de la République soutenir l'idée d'éradication de la pauvreté. C'est l'objectif qu'il s'est donné. Et puis quand on a vu les moyens qui étaient mis en face, on s'est dit qu'il y avait quand même un léger déséquilibre, puisqu'on parlait de 1 milliard, de milliard et demi, je crois, par an à peu près sur le quinquennat qui allait être consacré à la lutte contre la pauvreté. Alors que dans le même temps, on avait vu une baisse forte de la fiscalité des ménages les plus aisés. Vous savez, la flat tax sur le revenu du capital, c'est 3 milliards, la baisse de l'ISF, c'est 2 milliards, voilà, ça faisait 5 milliards globalement par an de baisse. Et de l'autre côté, on voyait 1 milliard. Donc, c'était partant de ce constat-là, on s'est dit, mais alors, chiche, cette utopie d'éradication de la pauvreté, combien ça coûterait et qu'est-ce que ça veut impliquer concrètement sur des ménages en particulier. Donc, on a fait un calcul d'abord de coin de table qu'on a largement affiné ensuite avec des micro-simulations, mais l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, le seuil de pauvreté, alors je l'ai un peu actualisé depuis la note, parce qu'effectivement, on était en 2019, ce qui pouvait paraître utopique à l'époque, les données un peu moins, parce qu'on parle de milliards toutes les semaines, alors qu'à l'époque, ça semblait quand même irréalisable. En tout cas, 885 euros par mois, c'est aujourd'hui effectivement le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian. C'est-à-dire que quand le revenu médian, c'est quand vous séparez la population en deux et que ensuite vous appliquez un rabais de 50%, pour parler sous forme de statistiques, ça fait que ceux qui sont en dessous de 885 euros par mois sont considérés comme pauvres et ça fait 5 millions de personnes dans cette définition, sachant qu'il y a une définition européenne qui est légèrement dessus, et on parle de 60% du revenu médian, là c'est plus de 1000 euros, 1100 euros par mois, et donc là on double quasiment le nombre de pauvres à 9 millions. Nous on s'est concentré donc sur la définition qui nous semblait la plus correcte par rapport au ressenti des personnes. Aujourd'hui, 885 euros par mois, c'est plutôt comme ça que les personnes ressentent une population pauvre, ce qui veut dire pour un couple avec 2 enfants, 2200 euros par mois à peu près. Donc là, c'est des revenus effectivement modestes et qui, en fonction de la taille du ménage, fait qu'on est pauvre. Bref, je ne vais pas rentrer dans les questions statistiques, mais tout ça pour vous dire que ce qu'on s'est dit, c'est si on voulait effectivement éradiquer la pauvreté monétaire, uniquement monétaire, il n'y a pas que le monétaire en général dans la pauvreté, mais si vous voulez éradiquer la pauvreté monétaire, combien est-ce qu'il faudrait rajouter? C'est en moyenne 150 euros par personne qu'il faudrait rajouter de revenus, compenser comme revenus pour parvenir à ce seuil de pauvreté. Et ces 150 euros multipliés par 5 millions d'individus, ça fait à peu près 6 ou 7 milliards, selon comment on affine ensuite en tenant compte de la composition des ménages et avec les micro-simulations, en tenant compte vraiment des données très individuelles qui sont aujourd'hui dans le domaine public, qui sont ouvertes, ces données, et que le FCE a pu traiter aussi avec nous. On est parvenu à un chiffrage entre 7 et 9 milliards d'euros par an de coût de l'éradication de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on apporterait un complément de revenu, ce qu'on appelle nous le revenu minimum unique, c'est-à-dire le fait d'apporter ce revenu minimum unique égal au seuil de pauvreté, de se garantir d'être au moins au niveau du seuil de pauvreté, c'est entre 7 et 9 milliards. Ça a probablement dû augmenter cette année compte tenu du fait que la pauvreté va augmenter, sauf à ce que le seuil de pauvreté baisse parce que les revenus globaux des Français vont baisser probablement, donc ça on le verra dans 1 an ou 2. Mais l'ordre de grandeur reste à peu près le même, c'est-à-dire qu'on parle de ces 9 milliards et c'est irréalisable en fait parce que ça a été réalisé pour le minimum vieillesse. Aujourd'hui, il faut savoir, donc ça s'appelle l'ASPA, il est relevé au niveau de ces 900 euros par mois. C'est également le cas pour l'allocation adulte handicapé. En revanche, c'est refusé à 3 grandes catégories de ménages aujourd'hui, les moins de 25 ans, les chômeurs en fin de droit et également les familles monoparentales sont souvent des femmes qui élèvent seules des enfants et dont les dotations, aujourd'hui le RSA majoré n'est pas suffisant pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Et donc c'est ces 3 situations-là qui nous choquent, qui nous heurtent, de se dire on est capable pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, de garantir un revenu minimum qui semble correct, c'est-à-dire à peu près 900 euros par mois, légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, mais pas pour des plus jeunes, pas pour des femmes seules qui élèvent leurs enfants, des mères seules, pas pour des chômeurs en fin de droit. Et ça, je pense qu'il y a encore un trou dans la raquette finalement de notre système de protection sociale qui pourrait être comblé.
Et donc, je pense que clairement, ça sera un des enjeux forts des prochaines échéances, notamment de l'année prochaine pour la présidentielle. Il faut qu'on puisse garantir un revenu correct à tout le monde. Alors, évidemment, je fais peut-être le lien un peu avec ce qui va suivre, mais c'est pas exclusif comme dispositif. Je pense que le fait de garantir un emploi, et notamment les territoires zéro chômeur ou les projets d'emploi garantis pour tous, sont naturellement complémentaires. Parce que c'est un peu la même logique, c'est l'activation après de ces dépenses. Mais déjà, si on se dit on va faire ces dépenses, on va rajouter quelques milliards dans la protection sociale, après, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on active ces dépenses pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'insertion professionnelle et faire ces parcours de plus long terme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Et vraiment, je pense qu'on pourrait faire une grande avancée en France si on parvenait à accepter le fait que le seuil de pauvreté, il faut qu'on puisse tous vivre au-dessus. C'est pas acceptable aujourd'hui qu'il y ait un tel décrochage entre le RSA, l'ex-RMI, et le SMIC qui n'ont pas augmenté au même rythme. Le RSA a été vraiment, il y a une divergence assez forte quand même entre les revenus du travail et les revenus garantis, et il serait temps maintenant de combler ce gap, ce trou-là, cet écart qui s'est creusé depuis quelques années. Merci Noam et André. Juste avant de passer la parole à Michel de Viaville, je précise à tous ceux qui nous écoutent que vous allez pouvoir poser des questions. Je suis désolé, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, mais comme d'habitude, on prend bien deux temps distincts. Un premier temps où j'anime la parole entre les intervenants et ensuite un second temps où vous serez invités à poser vos questions. Et pour ça, je vous invite à aller d'abord les formuler par écrit dans le chat. C'est l'onglet converser sur Zoom. Et voilà, mon collègue Benoît les lit, les trie, et on vous donnera la parole dans cette seconde partie pour pouvoir les poser à haute voix. Précision faite, je me tourne tout de suite vers vous, Michel de Viaville. Avant de rentrer dans l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, juste pour savoir, vous portez quel regard sur ces propositions de revenu minimum garanti ou revenu minimum unique? Je suis quand même obligé de répondre en deux temps. C'est-à-dire que nous, notre objectif à zéro chômage, c'est de parvenir à ce que progressivement le droit à l'emploi s'exerce. C'est-à-dire que tous ceux qui sont volontaires pour trouver un emploi puissent effectivement se voir offrir une activité professionnelle qui assure leur subsistance. C'est ça notre objectif à terme, c'est l'objectif que nous poursuivons sur les territoires expérimentaux qui ont déjà été ouverts. Donc, je privilégie l'objectif emploi parce que je pense que derrière l'objectif emploi, il y a véritablement une insertion comme citoyen, comme partie prenante de la société que n'offre pas le revenu. Alors, ayant pris cette précaution qui est tout à fait nécessaire, j'ajoute immédiatement que je pense que l'idée du revenu minimum garanti est une bonne idée, et au risque de faire un peu de redite avec ce qui vient de se dire, je crois qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que derrière le revenu, les systèmes actuels, il y a énormément de bureaucratie. Tous ces systèmes sont extraordinairement compliqués. À un moment donné de ma vie, j'étais à la Cour des comptes et je me suis penché en détail sur les tuyaux qui permettent le versement de ces affaires. C'est extrêmement complexe. Et je pense que derrière l'idée du revenu minimum garanti, ça n'est pas si simple. Simplifier, il n'est pas simple. Mais derrière l'idée du revenu minimum garanti, il y a quand même l'idée d'une profonde simplification. Et il y a une deuxième chose qui me paraît très importante, au-delà de ce qu'a dit Véronique sur le risque et les pénalités qu'encourent certains, il y a surtout le fait discriminant de la demande du revenu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, si on prend le cas du RSA, il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas le RSA alors qu'ils y auraient droit. Je crois que c'est un tiers environ. C'est stigmatisant. Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons, je pense que l'idée de revenu minimum garanti est très intéressante. C'est une idée un peu distincte de celle du revenu universel, notamment quand on réfléchit à des pays hors France, parce que là, il y a un débat à la fois économique et sociologique plus compliqué. Mais donc, pour être clair, oui au revenu minimum garanti, parce que je crois que ça serait une belle avancée.
Même si, nous, notre objectif, c'est bien la création d'emplois permettant l'exercice du droit à l'emploi. Alors justement, vos objectifs à territoire zéro chômeur de longue durée, on rentre aujourd'hui, alors la seconde loi d'expérimentation du projet a été définitivement validée par le Parlement fin 2020, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Quel bilan tirez-vous de ces 5 premières années d'expérimentation, puisque cette nouvelle loi marque la fin d'une première phase d'expérimentation, et quels sont du coup les objectifs que vous défendez dans cette seconde phase qui va s'ouvrir, je crois que c'est le 1er juillet si je ne dis pas de bêtises. Ben, si j'essaye d'être relativement compact, bon, d'abord, évidemment, une grande satisfaction de ce qui s'est passé en décembre au Parlement, puisque pour la deuxième fois, cette loi d'expérimentation deuxième phase a été approuvée à l'unanimité à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça avait été le cas pour la première loi, c'est le cas pour la seconde. C'est un signal démocratique qui est quand même extrêmement fort. Ça montre bien que cette orientation d'essayer de trouver les moyens concrets permettant l'exercice du droit à l'emploi, c'est quelque chose qui est porté par l'ensemble de la classe politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la première étape d'expérimentation? Il y avait une première chose qui était extrêmement importante, c'était de valider le choix qui était fait d'une organisation territoriale. Donc, on est convaincu que ça doit se faire au niveau territorial, parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut faire qu'au niveau des territoires. La première, c'est de bien cibler le dispositif sur ceux qui sont privés durablement d'emploi. Il y a des gens qui sont au chômage, ils sont entre un emploi et un autre emploi, ils vont trouver un emploi par eux-mêmes, etc. Ce qu'on vise, c'est ceux qui sont volontaires pour travailler, mais auxquels on ne propose pas d'emploi, et dont on voit bien qu'à vue humaine, ils ne vont pas être. Bon. Ça, c'est quelque chose dont je crois, la première étape de l'expérimentation, a validé notre hypothèse. Au niveau territorial, on sort des catégories administratives et on sait viser ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et on sait, en plus de ça, aller vers ceux qui sont le plus éloignés. C'est-à-dire petit à petit faire bouger la frontière, et il y en a qui ne sont pas volontaires au départ, mais qui le deviennent. Donc ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est qu'évidemment, comme on travaille avec de l'emploi subventionné, eh bien, il faut absolument éviter de détruire de l'activité économique, privée, de l'emploi public, ou éviter de faire concurrence aux mesures de politique de l'emploi. Et là encore, on ne peut faire ça qu'au niveau territorial. Donc je crois que pour résumer, on a bien démontré que le niveau territorial est le bon pour faire cette double sélection qui permet de rapprocher des gens qui sont privés d'emploi de tâches qui sont utiles mais non réalisées. Donc on prend toutes les tâches utiles non réalisées qu'on arrive à identifier au niveau local et on les propose et on co-construit les emplois qui permettent d'employer tous ceux qui sont volontaires mais qui en sont privés. Le deuxième élément positif, c'est que on a des territoires, ce n'est pas le cas des 10, mais on a des territoires qui sont parvenus proches de notre objectif. Alors notre objectif, il est double. Le premier, c'est si on veut dire qu'il y a un droit à l'emploi, ça veut dire qu'on a embauché la quasi-totalité de ceux qui sont privés d'emploi. On n'a plus de demandeurs d'emploi non embauchés. Alors, comme je vous l'ai indiqué, les volontaires, l'horizon a un peu tendance à reculer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça n'est jamais qu'un état un peu transitoire, mais on a quand même, à l'heure actuelle, entre un tiers et des territoires qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde qui soit volontaire, qui n'ait pas trouvé son emploi. Et les deux choses sont corrélées. On a à peu près la même quantité de territoires qui, au niveau de financement qui avait été adopté dans la première expérimentation, ont maintenant équilibré leur exploitation. J'y reviendrai probablement dans un deuxième tour de parole, mais vous voyez bien qu'on passe on crée des entreprises, on crée des activités. Donc évidemment, l'équilibre économique d'une entreprise, c'est quelque chose qui bouge dans le temps.
Donc, au fur et à mesure que le temps passe, cette activité est de plus en plus équilibrée. Et donc, à l'heure actuelle, on a des territoires qui sont pratiquement à l'équilibre compte tenu du niveau de subventionnement. Donc, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l'épuisement du droit à l'emploi, l'épuisement au sens positif, évidemment, on a des territoires qui ont atteint leurs objectifs. Je pense que c'est d'ailleurs les résultats que je viens d'évoquer, c'est ça qui explique que le Parlement nous ait donné, pour un deuxième tour, la possibilité d'expérimenter. Donc cette possibilité d'expérimenter serait sur passer de 6 à 50, de 10 territoires à 50 territoires de plus, ce qui ferait 60 territoires zéro chômeur de longue durée sur. Il y a deux objectifs qui sont très intéressants tous les deux. Il y a ce que vous venez de dire. On a 10 territoires expérimentaux à l'heure actuelle. On vise à passer à 60 territoires. Donc, on va avoir une variété de territoires plus grande. On va avoir une diversité d'entreprises. On appelle ça les entreprises à but d'emploi, puisque ces entreprises locales qu'on crée, elles ont comme principal objectif de créer de l'emploi. Donc, on va avoir une beaucoup plus grande diversité. On va avoir aussi une question d'animation de ces 60 territoires sur lesquels il faudra travailler pour l'avenir. Mais il y a aussi le fait qu'on va disposer d'une plus grande durée sur les 10 premiers territoires. Avec les 10 premiers territoires, pour l'instant, ils ont duré 4 ans. Et on voit bien que 4 ans, c'est très court pour une entreprise de se stabiliser. Donc, on va avoir 10 ans. Et là, je pense que ça sera très, très intéressant de voir ce que seront devenues ces entreprises qui auront été pendant 10 ans sur le même territoire, ayant supprimé le chômage de longue durée. Merci Michel pour cette première présentation. Et je termine du coup ce premier tour de parole avec vous, Lénie Benbara, d'autant plus que vous défendez du coup la garantie à l'emploi vert et qui est vraiment une proposition qui est dans le prolongement de territoire zéro chômeur longue durée. Avant de rentrer dans le détail de cette proposition, est-ce que vous pouvez nous clarifier ce que signifie la garantie à l'emploi pour qu'on se mette d'accord sur les termes et après on développe la proposition que vous défendez? Tout à fait, tout à fait. Dans la continuité de Michel, je confirme que la philosophie est assez proche de celle de Territoire Zéro Chômeur. L'idée de la garantie à l'emploi consiste à dire que toute personne qui souhaite travailler devrait pouvoir être embauchée à un salaire à fixer collectivement. C'est une idée qui existe en France, qui a des sources historiques à la fois au moment de la Révolution française, mais aussi au moment de la Seconde République. On a en mémoire les ateliers nationaux, même si l'idée que nous on défend ne correspond pas forcément aux ateliers nationaux. Et aux États-Unis, elle a particulièrement fait florès ces dernières années avec des concepts de garantie à l'emploi assez extensibles, notamment à travers l'idée d'un État employeur en dernier ressort. De notre côté, ce qu'on cherche à faire et à promouvoir dans le cadre français, c'est plutôt une philosophie qui serait assez proche de Territoire Zéro Chômeur, mais avec des dispositifs complémentaires. L'idée étant qu'on pourrait aboutir à une garantie à l'emploi de fait et non à une garantie, à un droit opposable à l'emploi, qui est un autre concept qui impliquerait des transformations juridiques du droit du travail assez lourdes. L'idée sur laquelle on est parti, nous, c'est de dire il faut de facto que l'État, que la puissance publique finance des emplois directement, de façon volontariste, dans un certain nombre d'activités qu'on a identifiées. Et donc, notre concept de garantie à l'emploi, c'est celui-là. Je vous laisse cependant rebondir puisque vous vouliez éventuellement rentrer dans le détail. Oui, pour rentrer dans le détail, puisqu'on parle de prolongement territoire zéro chômeur longue durée, donc sur les 1 million d'emplois que vous annoncez dans cette proposition, donc il y en aurait 650 000 qui seraient l'extension de territoire zéro chômeur longue durée. Donc là, en comparant vos propositions, et ça concorde avec ce que avec les objectifs de territoire zéro chômeur longue durée dans cette deuxième phase d'expérimentation, deuxième loi d'expérimentation. Et donc du coup, la question c'est les 350 000 restants. D'où viennent-ils et surtout avec quel financement, puisque vous parlez du rôle de l'État en l'occurrence. Tout à fait. En réalité, si on est parti sur l'étiage d'1 million, c'est parce que ça nous semblait réalisable. La difficulté quand on fait des propositions de ce type, c'est d'identifier les activités dans lesquelles on peut créer des emplois. C'est concrètement de créer ces emplois-là. Et donc, il nous semblait intéressant de démarrer par
par 1 million pour potentiellement aller ensuite vers un concept plus généralisé de garantie à l'emploi. Mais pour vous expliquer le rapport à territoire zéro chômeur, on croit en effet qu'il y a des éléments très intéressants dans territoire zéro chômeur, notamment le comité local pour l'emploi et le côté, la mobilisation territoriale qu'il y a derrière territoire zéro chômeur, l'association avec les élus, l'association avec les entreprises locales, avec tous les partenaires locaux pertinents, l'identification des besoins au niveau local, parce que c'est aussi à ce niveau-là qu'on trouve les besoins non pourvus par le marché, donc les métiers interstitiels. Et donc, on considère en effet qu'il faut aller vers une généralisation pour les cibles de territoire zéro chômeur, qui est certes une expérimentation avec un certain nombre d'éléments à perfectionner, mais qui nous semble avoir fait ses preuves, notamment pour aller chercher des publics extrêmement éloignés de l'emploi. Donc, dans notre proposition, on reste aussi sur l'idée que ces emplois sont priorisés auprès des chômeurs de longue durée, parce que la France a une problématique spécifique liée au chômage de longue durée. Dans territoire zéro chômeur, la durée moyenne d'éloignement du marché de l'emploi des personnes qui sont récupérées dans territoire zéro chômeur, c'est autour de 50 mois, ce qui est absolument considérable. Et donc, on voit ici qu'il y a des réelles défaillances du marché pour créer ces emplois, pour créer des emplois à destination de ces publics-là. Quand on est éloigné du marché de l'emploi depuis 50 mois, c'est très difficile de revenir sur le marché du travail, d'être employable. Il y a un effet stigmate qui est extrêmement présent. Et donc oui, on considère que d'une part, il faut généraliser territoire zéro chômeur en faisant aussi le bilan d'expérimentation, parce que on croit que c'est un dispositif qui est beaucoup moins coûteux que d'autres dispositifs comme les allègements de charges et de cotisations sociales ou le CICE qu'on a connu il y a quelques années. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis d'autre part, l'idée, c'est de s'appuyer sur des dispositifs déjà existants. Donc on ne veut pas réinventer l'eau chaude, mais à travers des emplois aidés ou à travers l'insertion par l'activité économique. On n'aime pas trop le qualificatif d'emploi aidé. L'idée, c'est plutôt de créer des emplois subventionnés dans des secteurs d'activité précis, en particulier liés à ce qu'on appelle la reconstruction écologique. Donc, ça va être l'agroécologie, ça va être l'aménagement des paysages, tout ce qui est lié en fait à la transformation du modèle agricole, mais aussi des métiers plus urbains liés à la rénovation thermique, etc. Donc, ça, c'est un élément, ces emplois subventionnés. Ça concerne aussi les métiers du soin et de l'éducation. Et puis, d'autre part, l'insertion par l'activité économique qui concerne des publics plus précis, notamment touchés parfois par le handicap, et donc qui correspond à des chômeurs de longue durée qui sont en général en grande difficulté. Et donc, avec ces trois éléments-là, avec ces trois types de contrats, l'objectif est de créer effectivement 1 million d'emplois pour un coût qui nous semble particulièrement modéré au regard des dispositifs qui ont été mobilisés depuis 20 ans. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans les métiers de la reconstruction écologique et dans ceux du lien social qui sont particulièrement essentiels dans la conjoncture actuelle. Et donc, voilà, d'atteindre une forme de garantie à l'emploi et de réformer aussi le cadre des politiques de l'emploi pour que ce cadre-là soit biaisé en faveur des activités écologiques. Ça nous semble fondamental. Aujourd'hui, on a un cadre qui est neutre, avec des effets d'aubaine, y compris pour des activités polluantes. L'idée, c'est aussi d'assumer des effets d'aubaine pour des activités qui, elles, participent à décarboner notre économie ou à décarboner les secteurs d'activité. Super, merci beaucoup pour cette première présentation, puis on va approfondir tout ça. Et justement, pour approfondir notamment sur les questions de financement, je reviens vers vous, Michel de Virville, parce que du côté du financement, du coup, voilà, vous allez préciser mes propos, mais l'État a abondé à hauteur de 17 500 € par an par emploi créé dans chaque entreprise à but d'emploi. Le décret d'application de cette seconde loi d'expérimentation n'est pas encore paru, mais il se pourrait que cette participation soit revue à la hausse suite à votre demande. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur cette évolution du financement de l'expérimentation et de l'équilibre entre la participation à la fois de l'État, mais aussi des collectivités locales? Alors, on peut pas parler du niveau de financement de la deuxième loi puisque le décret n'est pas paru. Mais vous souhaitez qu'il soit supérieur à 17 500 €, non? Il est dans le circuit de consultation et donc ceux qui ont été consultés ont vu le projet de décret. Hein. Donc, le projet de décret prévoit un financement État de 19 500 €
et prévoit un financement des départements qui est de 15% du financement État, ce qui fait qu'au total, on est au-delà de 22 000 euros. Bon. Ce qui est notamment un chiffre qui est assez cohérent avec ce qu'on observe dans la première étape de l'expérimentation. Donc, nous sommes satisfaits de ce niveau de financement. Mais je voudrais tout de suite souligner quelque chose et qui va se connecter à ce que disait Benny il y a quelques instants. Ça n'est pas du tout le coût de ce que nous faisons. C'est la subvention que nous versons aux entreprises à but d'emploi pour qu'ils puissent créer les emplois et les maintenir dans le temps. Mais évidemment, ces entreprises produisent des recettes fiscales et sociales pour l'État. Ces entreprises permettent à ceux qui sont embauchés de percevoir une rémunération bien supérieure à celle qu'ils avaient auparavant, donc d'augmenter leur niveau de consommation, donc de produire de la TVA. Et enfin, évidemment, dès lors que les personnes sont embauchées par des entreprises à but d'emploi, ils ne touchent plus l'essentiel des allocations qu'ils touchaient précédemment. Quand on analyse tout ceci, notre conviction est très claire. Il y a eu énormément de débats autour de la première expérimentation sur le sujet, mais notre conviction est très claire. Le coût de ce que nous faisons est probablement nul, peut-être positif, en tout cas extrêmement faible. Ça peut paraître un peu miraculeux, mais ce n'a jamais que le miracle sur lequel est fondé l'ensemble de notre économie. Quand on crée des entreprises et que ces entreprises créent des biens et des services, eh bien, ces biens et ces services se financent. Et donc, là, en l'occurrence, il faut mettre une subvention parce qu'on fournit des emplois à des gens qui ont été durablement éloignés pendant plusieurs années de l'emploi, mais ça n'est pas du tout quelque chose qui est, du point de vue économique, un véritable coût. Donc, je tiens beaucoup à insister là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que créer de l'activité, ce n'est pas si simple, hein, et en particulier pour des gens qui sont durablement privés d'emploi. La première chose, c'est que si on veut, il ne faut pas les recruter. Quand ils ont l'habitude, quand on les met en concurrence pour un recrutement, ils ne sont jamais retenus. Si on veut casser cette fatalité, il faut vraiment, avec eux, construire leur activité. Deuxièmement, ça n'a pas de sens si ça n'est pas utile localement. Et là, de ce point de vue-là, je reviens sur les aspects environnement. Qu'est-ce qu'on crée? On crée des emplois qui ont trait à l'environnement, au maintien de l'environnement. On crée des emplois qui ont trait au lien social. On crée des emplois à la marge des entreprises. Toutes ces activités que les entreprises ne veulent pas organiser parce qu'elles ne sont pas rentables, mais qui sont en fait très utiles pour et les salariés et les entreprises qui les organisent. C'est vraiment ça qui est le cœur de ce que nous faisons. Et donc, il faut trouver les travaux utiles. Et enfin, il faut faire entreprise. Une entreprise à but d'emploi, c'est une vraie entreprise. Il y a un patron, il faut arriver à ce que le dialogue social et que le management soit un management vraiment inclusif avec des gens qui ont été très éloignés de ces réalités pendant un temps. Donc, par rapport à ce que dit Benny, il y a un point sur lequel je m'interroge un peu, c'est que c'est un vrai boulot de faire ça. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Si on était capable de faire 200 territoires tout de suite, on les ferait. Mais on pense qu'on ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, on vise 60. On a la ministre, au moment de la discussion parlementaire, nous a dit que si on avait plus de 60 territoires qui étaient prêts à démarrer, on pourrait aller au-delà de 60. Donc, on ne s'interdit pas du tout d'aller au-delà de 60. Peut-être qu'on en aura 100 dans 3 ans. Mais on sait ce que c'est. Ça suppose d'avoir vraiment sur place des élus, des entrepreneurs, des associations qui sont très mobilisés et très organisés. Donc, ce n'est pas si simple. On aimerait bien aller plus vite. Hein. Et peut-être la vision de l'effet que ça produit localement va en entraîner d'autres. Hein. C'est ce que nous souhaitons. Merci. Je continue ces questions de financement et de budget et avec vous, Véronique Fayet, puisque vous demandez à ce que le budget du revenu minimum garanti soit centralisé au niveau national, ce qui actuellement n'est pas le cas avec le RSA.
tout en demandant au département de continuer d'assurer l'essentiel du financement et de l'accompagnement de l'insertion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cet équilibre et ce jeu d'échelle entre l'État et les départements? Oui, avec plaisir. Alors, il semble que j'ai des problèmes de connexion, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc d'abord, je voudrais m'inscrire dans la continuité totale de ce qu'a dit Michel de Virville et ce qu'a dit Lénie Benbarra. Effectivement, je suis absolument convaincue que c'est au niveau territorial, au plus près des personnes justement qui vivent ce chômage de longue durée, cette exclusion de l'emploi, que peuvent se penser les politiques d'insertion. C'est le principe de subsidiarité, mais c'est aussi surtout parce qu'on voit que c'est au niveau du territoire qu'il y a cette intelligence collective qui permet de réfléchir avec les personnes en précarité, avec les acteurs des territoires, avec les élus locaux, etc. Donc, il faut que l'insertion reste entre les mains des départements, soutenus par les régions, parce que les régions peuvent aussi aider à cette insertion professionnelle. En revanche, le financement de l'allocation, qui au départ, pour le RMI et puis pendant une période pour le RSA, était national, donc payé par l'État via les caisses d'allocation familiale, a été confié au département, parce qu'à un moment, des sénateurs qui étaient aussi présidents de département ont cru que ça allait leur donner des gros budgets, beaucoup de moyens, complètement stupide, parce que en 5 ans, on a vu les dépenses. Ouais, peut-être Véronique, est-ce que vous pouvez couper votre caméra pour au moins avoir le son pour le temps que vous terminez votre réponse? En ce qui concerne ça, augmenter de 20%. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est un peu mieux comme ça? Là, ça revient, ouais. Non? Oui, si, c'est très bien. Allez-y. Oui, ça revient. Donc, en 5 ans, on a vu donc l'allocation du RSA augmenter de 25%, et dans le même temps, les départements ont diminué les dépenses d'insertion de 6%, parce qu'elles sont prises dans un effet de ciseau et parce qu'elles ont au-dessus de la tête une injonction de l'État à ne pas augmenter leur budget de fonctionnement de plus de 1% par an. C'est le fameux pacte de Cahors qui emprisonne les finances des départements. Donc, finalement, on voit que c'est souvent le RSA et donc les pauvres qui sont la variable d'ajustement budgétaire pour les départements. Et ça va s'aggraver, le phénomène va s'aggraver, puisqu'entre 2019 et 2020, en raison de la crise, le nombre d'allocataires a augmenté de 7 à 10%, parfois plus, dans les départements. Donc, c'est une augmentation énorme pour les départements et pour le budget des départements. Donc, on est dans un système qui est intenable pour les départements. Donc, il faut que l'État, qui décide de l'allocation, qui décide de son montant, qui décide de tout, soit le payeur de l'allocation, de manière à ce que les départements puissent se consacrer totalement au niveau des territoires à l'insertion. Mais c'est un débat entre les départements aussi. Un certain nombre de départements ne sont pas favorables à cette recentralisation parce qu'ils pensent qu'ils y perdraient du pouvoir. Nous, on pense au Secours catholique que ça serait mieux de séparer les deux. L'État paye l'allocation et les départements, avec les acteurs locaux, les communautés de communes, les régions, travaillent sur l'insertion et notamment l'insertion professionnelle. Merci beaucoup Véronique, et on vous a bien entendu à la fin. Du coup, on voit qu'il y a vraiment un enjeu d'articulation entre le territorial, le local et le national. Et à ce titre-là, Lénie, vous avez été directement un peu interpellé par Michel Michel de Virville de Zéro Chômeur sur la question de la définition de ces emplois. Donc, je pense que je vais vous laisser lui répondre. Mais j'aimerais rajouter cette question de, quand vous parlez de garantie à l'emploi qui devrait cibler les emplois nécessaires à la reconstruction écologique et au renforcement du lien social, finalement, il y a vraiment un enjeu à définir collectivement ces besoins d'intérêt généraux en les extrayant de la sphère marchande. Comment est-ce que vous prenez en compte ce défi démocratique et du coup, au-delà du défi économique de votre proposition? Tout à fait. Alors, je me permets aussi de répondre à Michel sur le rythme de la généralisation. En réalité, si on mettait les moyens, on pourrait accélérer sur une partie de la généralisation. Pour l'instant, c'est aussi une question de volonté politique d'une part, mais nous, on considère qu'on peut aller vers une généralisation
à l'horizon de 5 ans, à condition voilà, que la volonté politique y soit. Mais évidemment, c'est pas un claquement de doigts qu'on pourra créer des comités locaux sur l'emploi sur l'ensemble du territoire. Ça demande souvent une vraie mobilisation, une vraie réflexion et un engagement effectivement de l'État pour le faire. Sur la définition des besoins, nous, la façon dont on voit les choses est la suivante. On pense qu'il faudrait qu'il y ait une taxonomie d'emploi qui soit élaborée au niveau national de façon souple, pas uniquement par l'État, mais aussi par l'ensemble des représentants des élus, des syndicats, des entreprises, des associations qui sont engagées sur les questions d'insertion. Donc, arriver à une forme de taxonomie, donc à une définition des emplois type souple, qui pourrait être ensuite déclinée au niveau local et adaptée de façon flexible en fonction des besoins. Mais on a besoin d'une forme de taxonomie qui serait élaborée démocratiquement. On pourrait aussi penser des formes entre guillemets de conventions citoyennes qui mettent autour de la table l'ensemble de ses partenaires pour élaborer cette liste. Mais il est certain qu'on a besoin de ce type de liste si on veut éviter justement de recréer des emplois qui seraient moins utiles pour la collectivité. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est cette association-là entre les acteurs de terrain en particulier et le ministère de la Transition écologique, le ministère du Travail, qui ont effectivement leur mot à dire sur le sujet. Et donc, mais l'essentiel étant que ce soit aussi relativement souple, et que ce soit pas des cas, faut pas bureaucratiser en fait territoire zéro chômeur. On en est parfaitement conscient, et c'est un des écueils à éviter absolument, notamment s'il y a une volonté politique nationale pour aller vers une généralisation. Un des écueils sera évidemment la bureaucratisation, et donc il y a un enjeu particulier à co-construire cette taxonomie. Merci Lénie. Et je pose une dernière question à Noam avant de passer aux questions des participants, et je vois qu'elles sont déjà nombreuses. On parle beaucoup ce soir de lutte contre la pauvreté. Vous avez été pendant 6 ans président de l'Observatoire des inégalités. Comment est-ce que vous voyez ces projets de revenu minimum garanti et de garantie emploi dont on parle comme des outils, pas simplement de lutte contre la pauvreté, mais aussi des inégalités? Et moi, je pense qu'il faut qu'on se remette dans le contexte actuel. Ce qui pouvait paraître être une utopie il y a 3 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je pense que face à la crise sanitaire, économique, sociale qu'on est en train de vivre, il va falloir trouver des nouvelles solutions. Le coût contre le chômage, on a tout essayé. Je pense qu'il faut passer une nouvelle étape aujourd'hui dans notre système de protection sociale, sécurisation des parcours professionnels. Et typiquement, l'accumulation de ces deux outils là qu'on vient de débattre me semble particulièrement pertinent pour répondre à l'urgence sociale qu'on rencontre aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un lien très étroit, une corrélation très forte entre l'évolution du chômage et l'évolution de la pauvreté en France. Et en général, c'est le chômage, c'est pas le seul élément. Il y a aussi la décohabitation, le fait que les ménages soient plus petits et que ça réduise les revenus, qu'il y ait moins d'économies d'échelle au niveau d'un ménage. Mais il y a quand même aussi cette lame de fond de l'augmentation progressive, lente, mais sûre du chômage en France, qui fait que les revenus des ménages sont aujourd'hui plus faibles. Il y a aussi les mini-jobs, des emplois à temps partiel imposés, avec des plus faibles rémunérations, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une augmentation structurelle de la pauvreté. Ça fait maintenant 10 ans que la pauvreté, elle stagne, et que le chômage également stagne à un niveau relativement élevé, et ça va pas aller en s'améliorant, puisque vous l'avez vu, il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ont été détruits en France avec la crise économique. Aujourd'hui, la crise économique, on ne sait pas trop comment elle va évoluer, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de dispositifs de soutien, d'aide qui ont été mis en place, aujourd'hui essentiellement sur les entreprises, aussi sur quelques ménages, mais quand même beaucoup les entreprises aujourd'hui qui ont été soutenues. Néanmoins, une vague de faillite va certainement avoir lieu plus tard, puisqu'on est en sous-régime en termes de faillite. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sortes de zombies économiques qui continuent à fonctionner. Et donc, il va y avoir de la casse, c'est certain, de la casse sociale dans les prochaines années. Et donc ça, pour y faire face, il faut effectivement imaginer de nouveaux modèles. Et comme on a été capable de mettre des milliards d'euros pour éviter que notre économie, notre mode de vie s'effondre, eh bien, je pense qu'il faut aussi aller plus loin dans le cadre de ces revenus minimums, de ces emplois garantis. C'est effectivement un nouveau modèle, je pense, de société de protection sociale pour demain. Juste un autre point économique, il faut avoir en tête que le chômage, ça crée ce qu'on appelle un phénomène d'hystérèse en économie, c'est-à-dire le fait que vous maintenez, plus longtemps vous restez au chômage, moins vous avez de chances de pouvoir retrouver un emploi plus tard. Et donc,
Le chômage de longue durée, qui était déjà à un de ses plus hauts niveaux avant la crise économique que nous traversons aujourd'hui, eh bien, elle s'est amplifiée puisque forcément, les personnes qui étaient déjà au chômage avant ont eu peu de chances de pouvoir en retrouver un nouvel emploi. Et donc, on va se retrouver avec une situation où on a accumulé des millions de personnes au chômage et qui auront encore moins de chances qu'auparavant de retrouver un emploi. Donc, il faut vraiment trouver une solution pour traiter ce problème. Et vous savez qu'aujourd'hui, on considère que passé 45 ans, vous êtes un senior et les entreprises n'ont pas forcément envie de vous recruter passé 45 ans. Ça devient de plus en plus terrible. Il y a une forme de liste d'attente qui se fait à la sortie de l'université et ensuite, à passer 45 ans, on est mis le plus vite possible à la porte de l'entreprise. Donc maintenant, on réduit quand même fortement le nombre de personnes qui sont considérées comme employables, un mot que je n'aime pas trop, mais en tout cas qui est souvent utilisé. Et donc, à force qu'on réduise ce nombre de personnes à l'activité, il faut qu'on trouve de nouvelles solutions. Ça a été les 35 heures, les 39 heures à une période. Probablement que la garantie d'emploi, de la même manière que les emplois jeunes ont été aussi une formidable opportunité pour des jeunes d'avoir une première expérience professionnelle, peuvent être une solution. Moi, je voudrais juste revenir sur un point. Aujourd'hui, on parle d'entreprises à but d'emploi, de 10 expérimentations, on parle de quelques centaines d'emplois finalement. Il faut juste rappeler que dans le même temps, entre 2017 et aujourd'hui, on a divisé par 2 le nombre d'emplois aidés. Donc, on est passé quand même de près de 2 millions d'emplois à environ 1 million d'emplois aidés, ce qui effectivement crée aussi cette situation où on se retrouve en sous-emploi, alors que les entreprises à but d'emploi sont complémentaires de l'insertion par l'activité économique. C'est quelques centaines de milliers d'emplois qui sont créés de cette manière et toutes les formes d'emplois aidés qu'on a connues à une période et qui ont été fortement réduites. C'est effectivement un soutien conjoncturel à l'emploi lorsqu'on se trouve en situation et c'est un moyen aussi d'éviter l'augmentation des inégalités parce que autant les revenus du capital ont été d'une certaine manière garantis par des prêts garantis par l'État, par un soutien de la politique monétaire qui augmente le rendement des actifs financiers, par les achats forts, par la Banque centrale européenne ou les banques étrangères, les banques centrales étrangères. Autant tous ceux qui vivent de leurs revenus du travail, n'ont pas été aussi bien soutenus et donc il y a un risque de séparation, finalement, d'évitement de la société entre une part qui vit plutôt de revenus financiers qui ont été sauvés et puis ceux qui vivent de leur travail et qui se retrouvent face à un chômage de masse qui va probablement encore augmenter sans vouloir faire un panorama trop terrible. Mais en tout cas, voilà, probablement tous les économistes pensent que le chômage va être plus fort demain qu'aujourd'hui et il faut qu'on trouve des solutions innovantes. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'il faut qu'on passe aux questions. Tout à fait, merci. On passe aux questions. En effet, il est 19h, il nous reste une demi-heure pour les échanges. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Carole Lipsic, Benoît Boritz, Didier Perrin. Je propose qu'on prenne du coup les 3 questions à la volée et ensuite, je redonnerai la parole aux intervenants, intervenantes. Je rappelle que c'est diffusé en live sur Facebook, donc si vous ne voulez pas être enregistré, donc vous pouvez garder la caméra éteinte si vous préférez. Et merci de poser des questions assez courtes pour que les intervenants aient le temps de répondre et surtout qu'on puisse prendre d'autres questions derrière. Donc, je donne tout de suite la parole à Carole Lipsic. Merci beaucoup. Bonjour, merci. D'abord, je veux dire que je trouve ça essentiel d'avoir un socle minimum garanti et que Territoire zéro chômeur longue durée est une des plus belles choses qui ait été expérimentée en France et qui soit proposée. Ça, c'est juste le contexte. Mais il me semble toujours qu'on oublie un 3e terme. Et ce 3e terme, c'est quelque chose qui n'est pas l'emploi et qui n'est pas l'aide sociale. Tout comme l'emploi n'est pas la seule voie vers l'insertion. Et cette 3e chose, c'est l'activité contributive, qui est une activité à impact social positif qu'on peut faire soit dans les associations, soit autour de soi, tout à fait librement, et que cette activité, pour aujourd'hui, elle est toujours considérée comme devant être gratuite, absolument gratuite et invisible. Et peut-être qu'elle pourrait constituer un complément à l'emploi dans cette appartenance civique, citoyenne, et aussi comme levier de complément de revenus par rapport à un socle social. Donc voilà, est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir l'imaginaire au-delà du simple emploi quand on est dans une crise de l'emploi et quand on voit qu'effectivement, créer ce million d'emplois vers garantie ou créer toutes les EBE qui pourraient créer des emplois pour les personnes qui en ont besoin, ça serait vraiment très, très compliqué, alors qu'une activité contributive, c'est chacun autour de soi librement dans son territoire. Merci pour la question. Vous souhaitez l'adresser à quelqu'un en particulier ou après Non, en fait, c'est un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas temps d'imaginer les choses au-delà encore? Ok, merci beaucoup, Carole Lipsic. Je passe la parole à Benoît Boritz. Oui, bonjour à toutes et tous. D'abord, c'est un débat passionnant. Merci aux 4 intervenants. Une question que je voudrais poser, c'est la suivante.
Une récente étude Odoxa nous montrait que le revenu mensuel médian des artisans, des indépendants, était de 750 € par mois en 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid. Après, ça s'effondre bien au-delà, on est en dessous des 500 €. Quel va être l'effet de ces mesures de rehaussement du RSA sans contrepartie ou de l'emploi au SMIC dans le cadre d'une garantie d'emploi sur ce travail indépendant? Ce que je voudrais introduire, c'est la chose suivante, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant de poser aussi la question de la revalorisation de tous ces métiers? Le nombre d'agriculteurs qui vivent avec un revenu en dessous du SMIC, or c'est vraiment un travail essentiel, utile. Que vont-ils devenir avec ça? Est-ce qu'ils vont quitter pour aller sur les expériences de garantie d'emploi? C'est une vraie question qui doit être posée. Donc, je présente dans le site pleinemploi.org une solution un petit peu différente, qui est le salaire minimum socialisé. Le principe, ça consiste à dire que pour chaque emploi, quel qu'il soit, on va fournir le salaire minimum avec toutes ces cotisations sociales. Alors, vous allez me dire d'où vient cet argent? On pourrait dire, évidemment, ce n'est pas l'État qui va pouvoir le faire. La réponse, c'est par les entreprises elles-mêmes. L'idée, c'est d'introduire une péréquation entre les entreprises riches à forte valeur ajoutée par salarié et celles qui le sont moins, de façon à ce qu'il y ait une garantie de revenus qui soit donnée à toute personne en emploi et toute activité, je dirais. Ça rejoint aussi la préoccupation de Carole tout à l'heure sur des activités qui ne sont pas forcément rentables, mais qui ont un intérêt, je dirais, pour la société, mais qui ne savent pas générer un salaire minimum et qui, là, pourraient être largement revalorisés. Voilà, je vous invite à regarder pleinemploi.org. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à remettre le lien dans le chat à tous. Et dernière question par Didier Perrin. Bonsoir à tous. Effectivement, ce sont des débats tout à fait passionnants et qui, je pense, ont aussi un grand mérite, c'est qu'ils nous obligent à penser différemment et de façon dystopique, pour utiliser un terme à la mode. Moi, je voulais en fait réattirer ou me repencher sur cette tendance que nous avons dans ce pays à accumuler les mesures, la norme, les règles, et donc ça se traduit par une bureaucratie qui est de plus en plus pesante. À telle enseigne, et ça a été dit par plusieurs des intervenants, que on finit par ne plus très bien savoir qui fait quoi, qui doit faire quoi, et comment est-ce qu'on peut effectivement aller flécher les aides, les dépenses, les budgets, les mesures, vers ceux qui en ont le plus besoin, et effectivement les sortir durablement de ces ornières de l'emploi, des statuts sociaux, de l'invisibilité, de la fracture technologique, etc. Et je me dis que on devrait peut-être dans ce pays se dire, à chaque fois qu'on produit une norme, on devrait faire l'effort de se dire qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on allège, qu'est-ce qu'on simplifie pour effectivement aider tous ceux qui en ont besoin. Et Dieu sait que le flux qui s'annonce devant nous avec la sortie de la crise Covid va sans doute encore amplifier le nombre des personnes qui vont avoir besoin, que l'on va devoir aider. Et au niveau de nos collectivités locales, c'est vrai qu'on est de plus en plus, quelque part, un peu démunis, parce que les budgets baissent dans un certain nombre de cas. On nous fait la guerre sur un certain nombre de dépenses considérées comme inutiles. Je ne rentre pas dans les débats, mais tout le monde a un peu compris ces enjeux. Et on peut constater aussi que ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui d'être aidés, épaulés, accompagnés, durablement aussi avec les fractures technologiques, les problèmes de territorialité, etc., sont durablement, je dirais, écartés, passent sous les radars, sous les yeux, et finalement, on a dans ce pays des budgets qui sont quand même relativement conséquents. Je ne veux pas refaire de polémique sur une fameuse réflexion de notre président, mais plutôt que parfois de créer, est-ce qu'on pourrait pas mieux flécher et revenir peut-être à un des idéaux de la création de la sécurité sociale à la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'était effectivement
de flécher et d'irriguer les dépenses, les structures vers ceux et celles qui en ont le plus besoin, plutôt qu'à chaque fois de recréer ce fameux millefeuille qu'on adore dans ce pays, mais qui nous bloque. Nous, on le vit au quotidien dans les territoires, où on ne sait plus qui doit faire quoi, et même l'administration centrale a parfois du mal. Confère en ce moment toutes les polémiques autour de la Covid, qui décide quoi, qui est spécial, qui doit faire quoi, etc. Merci merci Didier, je suis obligé de vous couper, désolé pour qu'on puisse passer aux réponses. Et je donne tout de suite la parole à Lenny Benbara, parce qu'il doit malheureusement nous quitter un peu avant la fin, si vous voulez réagir sur une des 3 questions qui a été posée. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi, je vais effectivement devoir y aller parce que j'ai une autre réunion. Mais je partage complètement la préoccupation sur la bureaucratisation de l'action publique et le millefeuille absurde auquel on fait face aujourd'hui et qui est parfois auto-bloquant et empêche concrètement d'agir vite. On l'a vu aussi dans la crise du Covid. Je pense que la difficulté, c'est que c'est un sujet en soi à traiter et que c'est pas uniquement à travers nos dispositifs sur l'emploi qu'on pourra le traiter. Néanmoins, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu proposer des nouveaux dispositifs, des nouvelles usines à gaz, et qu'on s'est appuyé sur des dispositifs existants qu'on peut faire gonfler entre guillemets assez rapidement, plutôt que d'inventer des nouveaux schémas extrêmement compliqués avec des nouvelles instances, etc. Le but était d'aller au plus simple parce qu'il y a effectivement une inflation de dispositifs, une inflation de propositions. Donc, je partage cette préoccupation. Concernant ce qu'a exprimé Carole à propos de l'activité, alors je comprends cette logique. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, la crise du Covid l'a aussi montré. On a beau distribuer du revenu, le malaise persiste et donc le revenu est pas suffisant pour penser, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on distribue du revenu que derrière on va pouvoir intégrer les gens dans des formes d'activité. Le fait d'utiliser l'emploi comme levier pour l'insertion nous semble quand même très important parce que c'est un levier qui est simple, c'est un levier qui par ailleurs offre un débouché immédiat en termes d'insertion et qui n'exige pas de l'individu qui pense des nouvelles formes d'activité, etc. Enfin, les Français restent très attachés à la valeur travail, à ce que cette valeur travail signifie. Donc, certes, on peut la critiquer et certes, il faut aussi passer au peigne de la critique d'un certain nombre d'activités la thématique des bullshit jobs, par exemple, a mis au cœur du débat ce type de problématique. La génération à laquelle j'appartiens est particulièrement frappée aussi par ce type de préoccupation et on le voit par ailleurs sur des publics diplômés. Mais la priorité pour nous, ça reste quand même de remettre le pied à l'étrier de ces publics-là. Et on ne pense pas que la distribution simple d'un revenu suffise pour combattre aussi un mal-être profond qui est psychologique, qui est social, etc. et qui touche des territoires et qui touche des publics que sont les chômeurs de longue durée en particulier. Donc, on croit encore à la vertu de l'emploi comme levier d'émancipation et comme levier de prise de confiance en soi. Donc voilà, pour l'instant, nous, la philosophie qu'on mobilise est plutôt celle-là. Et par ailleurs, on pense que dans la société française, c'est une philosophie qui est plus acceptable pour des dispositifs ambitieux en matière de lutte contre l'exclusion. Et je vous remercie par ailleurs pour ces échanges d'une grande qualité, effectivement, et je suis navré de devoir vous laisser. On comprend. Merci beaucoup, Lenny, pour votre participation et tous vos propos. Je crois que Michel veut réagir. Oui, il y a 2 points. Je ne prétends pas du tout avoir des réponses à tout, hein, mais il y a 2 points que je voulais préciser. La première chose, c'est que vraiment une caractéristique de zéro chômage, c'est qu'en fait, chaque territoire est maître chez lui. C'est-à-dire que la nature des activités qui sont exercées dans les entreprises à but d'emploi sont vraiment déterminées localement. Et donc, ce n'est pas nécessairement des activités qui sont des activités salariées classiques. De fait, on utilise
ce sont des entreprises, il y a des contrats de travail, mais c'est des contrats de travail à temps choisi et ce sont des activités utiles, mais qui peuvent être des activités qui n'existent pas encore localement. Donc, il y a une très grande flexibilité. Ça n'est pas du tout l'application dans les territoires d'une mesure de la politique de l'emploi prédécidée et qu'on appliquerait partout. La deuxième chose que je veux préciser, c'est que, évidemment, rien de ce que nous faisons ne serait imaginable s'il n'y avait pas eu cet extraordinaire développement de l'insertion par l'activité économique. Les entreprises à but d'emploi font le même métier que le secteur de l'insertion par l'activité économique ou plus largement le secteur de l'économie sociale. Et évidemment, ce qui fonctionne bien, c'est quand on s'articule ensemble. Il y a maintenant sur les 10 territoires actuels de plus en plus de territoires où la deuxième entreprise à but d'emploi est une entreprise qui est portée par une entreprise d'insertion par l'activité économique. Et je suis convaincu que dans les nouveaux territoires, il y aura une majorité d'entreprises à but d'emploi qui seront le développement et le prolongement d'activités d'insertion par l'activité économique. Merci. Je passe la parole à Noam qui a levé la main. Oui, moi je voulais répondre à la réaction de Benoît Moritz sur le fait que le revenu minimum pouvait être relevé pour justement assurer un plein emploi. Moi, je veux juste signaler on considère qu'il y a un des... Noam, est-ce que vous entendez? Noam se fige. Vous m'entendez mal? Oui, ouais, on a une petite coupure. Ah, ça doit être ma connexion. C'est ma connexion. Attendez, je vous laisse poursuivre peut-être. Ok, très bien. Alors du coup, pour la question, on reviendra vers vous, Noam, mais pour la question de Carole Lipsic sur l'activité contributive, je crois que le Secours catholique a travaillé la question, mais du coup, je ne vais pas passer la parole à Véronique Fayet, qui est la présidente, mais à Daniel Verger, qui est salarié du Secours catholique et qui me semble avoir porté cette question-là. Daniel, si tu veux bien nous partager le point de vue du Secours catholique sur ce sujet. Oui, je veux bien, en espérant que la connexion soit bonne. Effectivement, c'est une question très importante parce que ça rejoint des réflexions qui ont été un peu à la source de nos travaux et de nos propositions pour un revenu minimum garanti. On a travaillé dans des ateliers de carrefour de savoir et d'expérience avec des personnes en situation de précarité, allocataires du RSA ou pas, en chercheurs d'emploi ou plutôt ayant à faire face à des problèmes de santé, par exemple. Mais ce qu'il nous disait fondamentalement, c'est nous voulons que nos contributions à la société, car nous sommes actifs, soient reconnues et économiquement reconnues. Et effectivement, c'est ça qui est au cœur du revenu minimum garanti aussi, c'est donner cette sécurité qui permet de s'investir là où on peut. Nous sommes convaincus que tout le monde est employable, que personne n'est inemployable. Et nous sommes acteurs de territoires zéro chômeur de longue durée. Mais il y a aussi des personnes qui, dans leur parcours de vie, peuvent avoir affaire à des enjeux par exemple, d'être très pris par le rôle d'aidant ou on peut avoir affaire à des enjeux de santé qui sont extrêmement prenants et qui pour autant sont très actifs dans les associations de quartier ou dans leur rôle d'accompagnement de leur famille, de leurs parents âgés, par exemple, ou d'un enfant handicapé. Donc, ces enjeux-là, ils doivent aussi pouvoir être reconnus. C'est en ça que, effectivement, on rejoint leur activité contributive ou autre, mais en tout cas, le fait qu'il faut pouvoir reconnaître socialement, d'un côté, être reconnu dans sa société pour ce que l'on fait, ce que l'on apporte à la société, et puis économiquement. Et le revenu minimum garanti apporte ce socle de base qui nous permet de sortir la tête hors de l'eau, d'avoir ce minimum de sécurité qui, en fait, renforce notre capacité d'initiative, d'activité et d'activité contributive, effectivement, à la société. Merci Daniel pour cet apport. Et je reviens vers vous, Noam, pour voir si la connexion va mieux. Oui, je pense que c'est mieux à présent, non?
Oui, tout à fait, allez-y. Parfait. Non, je voulais réagir sur l'avis de Benoît Boris là, qui nous indiquait qu'un revenu minimum socialisé pouvait aussi être une source de plein emploi. Moi, je voulais juste faire remarquer qu'aujourd'hui, l'État est obligé de compléter les revenus, les bas revenus, avec une prime d'activité, de manière à ce que ça soit un minimum décent pour vivre. Et je crois que c'est assez surprenant aujourd'hui, c'est qu'on est effectivement déjà en train de sociabiliser finalement une partie du revenu du travail, puisqu'on considère, on prend acte finalement du fait que le SMIC ou les temps d'activité sont pas suffisants pour permettre à un ménage, un salarié, un travailleur de vivre correctement. Donc il y a quand même, je pense aujourd'hui, un changement quand même de paradigme dans le monde du travail où le salaire ne suffit plus, et ce phénomène de travailleurs pauvres en est un exemple. Les évaluations, c'est entre 2 et 4 millions de personnes qui sont considérées comme travailleurs pauvres en France, selon les définitions. Ça prouve quand même qu'il y a aujourd'hui un problème avec ce en quoi consiste le travail. Et donc, de finalement se dire, OK, je verse plusieurs milliards d'euros de compléments de revenus à des personnes qui ne sont pas suffisamment payées par leur entreprise, ça, c'est acceptable. En revanche, développer des entreprises à but d'emploi où effectivement le salaire est pour partie subventionné, ça me semble beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forme de paradoxe, j'ai envie de dire, dans l'approche qu'on peut avoir des soutiens à l'emploi. Certains seraient plus justifiés que d'autres. Et moi, j'aurais envie de dire, si on veut réellement réduire les inégalités, empêcher éradiquer la pauvreté, puisque c'est un engagement du président de la République actuel, eh bien, il faut, je pense, traiter tous ces dispositifs sur un même pied d'égalité, pas en privilégier un plutôt qu'un autre, laisser un peu à chaque type d'acteur le soin d'utiliser le levier qui lui semble le plus important. Juste pour avoir quelques chiffres en tête, il faut se dire qu'aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, c'est une aide, ou les chantiers d'insertion, c'est une aide de plutôt 22 000 euros par an par salarié. Les entreprises à but d'emploi, c'est que 18 000 euros par an. Donc finalement, on a aujourd'hui un dispositif qui serait moins cher que d'autres formes d'insertion. Donc, et en plus, ils proposent des CDI, alors que dans les entreprises d'insertion, il s'agit de CDD, de temps partiel, le maximum 24 mois de mémoire. Donc, il y a vraiment besoin, je pense, de pouvoir renforcer des dispositifs qui sont efficients, efficaces, qui ont fait leurs preuves. Et ça, il faut arrêter de voir ça par un prisme je dirais, de doctrine économique et se dire que chaque dispositif a sa propre valeur et il faut laisser aux acteurs le soin d'utiliser tous les dispositifs comme ils l'entendent. Merci beaucoup pour cette réponse et ce complément. Alors, là, bon, il y a beaucoup de questions. Je vais en prendre une toute dernière. Jean-Christophe Bellouard, si vous voulez bien la poser, mais alors très rapidement, vraiment pour qu'on puisse avoir au moins une ou deux réponses. Et ensuite, Oui, bonjour à tous. Oui, la solution qui est la redistribution du temps de travail, une juste redistribution du temps de travail, sachant que la valeur travail est essentielle, n'a pas été abordée. J'ai l'impression qu'on est sur des solutions de transition, je vais dire un peu vulgairement de rustine, par rapport au problème d'une juste distribution des heures de travail, sachant que vous avez aujourd'hui des travailleurs qui ont 0 heure de travail, les chômeurs, les travailleurs à temps partiel contraint et les travailleurs à plein temps qui, pour une bonne partie, sont en burn-out ou en souffrent. Donc, pourquoi cette chape de plomb pour remettre, alors que le débat sur la semaine de 4 jours fleurit partout dans le monde, alors que, comme je l'ai mis dans le fil de discussion, dans les années 30, face à la crise économique, tout le monde était d'accord, ou presque, aux États-Unis, seul Wall Street et quelques lobbies s'y sont opposés. Donc, Roosevelt n'a pas validé la loi votée par le Sénat américain pour instituer à l'époque 30 heures par semaine. Rendez-vous compte, si on annonçait aujourd'hui une telle loi, un tel projet de loi en France, les cris d'Orphée. Donc, pourquoi ne pas aller droit au but et à l'image d'Einstein, qui pour lui, le progrès public… Merci, ouais. Je pense qu'on a compris la question sur la réduction du temps de travail. Je suis obligé de vous couper, je suis désolé, si on veut vraiment respecter le temps et permettre qu'il y ait au moins une réponse. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je propose, je ne sais pas, peut-être Michel de Virville, comment est-ce que vous avez abordé la question du temps de travail, si vous voulez répondre. Non, Michel n'est plus là. Micro. J'entends
Bon, et donc, Oui, excusez-moi. Oui. J'ai dit, l'ensemble de notre activité est une activité nouvelle. Et nous n'allons pas piquer de l'activité ailleurs. Ce n'est pas une question de répartition. Moi, je suis persuadé que cette question de la répartition, j'ai eu beaucoup dans ma vie à traiter le problème de la réduction du temps de travail. Je ne veux pas du tout ouvrir ce débat-là. De fait, la durée du travail, ça peut être aussi une question d'équilibre de vie. Mais je ne suis absolument pas persuadé qu'on manque d'activité aujourd'hui. Je ne suis absolument pas convaincu que le progrès technologique a pour effet de diminuer le volume de travail nécessaire. Qu'il ait pour effet de le changer, et de le changer profondément, oui. Mais il ne s'agit pas du tout de répartir le fameux gâteau qui aurait une taille fixée. Il faut créer du gâteau, et c'est ce que nous faisons dans les territoires zéro chômeur. Nous créons du gâteau. Ce que nous faisons, et que ne fait pas l'économie marchande, c'est créer un gâteau qui peut alimenter ceux qui sont durablement privés d'emploi. Et c'est ça la question. La question, c'est que ceux qui sont durablement privés d'emploi, ils ne vont pas aller être dans des emplois de haute technologie. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils n'aient pas de compétences. Ils ont très souvent des compétences qui viennent de ce qu'ils ont vécu auparavant. Mais il faut retrouver ces compétences et les tisser avec des activités utiles localement. C'est en cela que nous avons une vraie valeur ajoutée. Nous ne sommes pas en train d'aller chercher de l'activité économique que l'on retirait à quelqu'un, on est en train d'en créer qui soit adapté à la situation de ceux que l'économie marchande laisse de côté. Merci Michel pour cette précision. Je pense qu'effectivement c'est une grande question et on n'y répondra pas ce soir, surtout que le temps file, on ne va pas répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat, merci beaucoup pour les proposer. Pour terminer ce webinaire, je propose que Olivier Legros, qui est géographe et maître de conférence à l'Université de Tours, qui travaille avec nous sur ce cycle de webinaire, nous fasse une première petite synthèse à chaud en 3 minutes, exercice périlleux, si tu es prêt à te lancer, Olivier. Merci Martin, heureusement que j'y connais pas grand-chose, parce que autrement j'aurais bien du mal à faire une synthèse, tellement c'est riche et parfois assez pointu sur le plan technique. Je pense aux discussions sur le financement, par exemple. Bon, alors qu'est-ce que je retiens en quelques mots? Donc 5 minutes, c'est ça, grand maximum. Il est 27. Grand maximum, 3 minutes. En 3 minutes. Donc, waouh, j'y vais vite. D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est le caractère très ambitieux des objectifs, puisqu'il s'agit, dans tous les cas, d'éradiquer la pauvreté de façon massive. C'est ce côté massif qui me semble important. Je ne développe pas parce qu'autrement, je vais dépasser les délais. Donc ça, c'est très important, des objectifs ambitieux, donc qui se justifient de façon diverse, mais ces façons se combinent très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? D'abord, la lutte contre les angoisses. Moi, ça m'a semblé très important dans le Secours catholique, lutte les angoisses de ne pas être payé le lendemain, de ne pas avoir accès aux prestations, et qui plonge les gens dans une angoisse qu'on peut bien comprendre. Donc ça, c'est très important comme constat de départ, constat empirique. Bon. La deuxième chose, c'est la reconnaissance du droit au travail, évidemment, pour territoire zéro chômeur. Je ne développe pas. Je pense aussi à la question de rééquilibrer les revenus, les revenus du travail et du capital d'un côté, et les revenus garantis. Voilà, on est dans une logique peut-être de distribution plus juste des revenus, qui est au fondement aussi de ces nouveaux dispositifs. Je continue avec les moyens. Ce qu'on a vu, c'est 2 grands moyens qu'on a discutés par les intervenants. C'est évidemment l'emploi pour tous, je continue, et puis aussi l'emploi garanti. Le revenu garanti. Mais on a vu, grâce à la richesse des échanges, qu'il y avait aussi d'autres dispositifs. Je pense au revenu minimum socialisé ou à l'activité contributive qui ont été un petit peu présentés et discutés. Alors, toute la question aussi, c'est de savoir comment financer. Une fois qu'on a trouvé les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à ce sujet-là? D'abord que
dans la durée, les entreprises d'insertion semblent viables, et ça c'est super intéressant, hein. Il y a plusieurs moyens de calculer, mais Territoire zéro chômeur semble avoir fait ses preuves, de même que d'autres dispositifs d'insertion, si l'on suit le fil d'actualité. Et ça, c'est fondamental. On n'est pas dans de l'activité forcément subventionnée, ou même cette question des subventions, il faut la reposer dans une réflexion plus large sur la circulation des richesses, etc., etc. Et ça, c'est très important. La deuxième idée, c'est que c'est l'État qui finance pour le revenu garanti. Le problème, c'est qui finance l'État, hein, et c'est un peu la question que tu posais, Martin, qui a été aussi posée sur le côté, hein, eh bien, avec cette idée que finalement, on peut peut-être là articuler la lutte contre la pauvreté avec la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire, je le fais très vite, prendre aux riches, hein, pour finalement eh bien, donner aux pauvres, hein, grâce à une distribution plus juste. Piketty l'explique très bien, donc je ne vais pas plus loin. Je continue avec des questions, hein, qui surgissent dans les débats, et je suis quand même obligé de continuer un tout petit peu. C'est en gros le lien avec l'économie réelle, hein, qui revient beaucoup dans le fil de discussion. Est-ce que ça ne peut pas créer du sous-emploi, Territoire zéro chômeur? Est-ce qu'on ne va pas voir une baisse des revenus du travail pour des gens qui ont déjà une activité complémentaire, CF les retraités, c'est aussi apparu dans le fil. Quid de l'articulation avec les autres dispositifs d'insertion? Il y a eu quelques réponses, mais voilà, la question demeure, hein, parce qu'il n'y a pas de réponse générale peut-être. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on n'agit pas sur une passe blanche. C'est-à-dire que l'activité nouvelle que présente monsieur Michel de Virville est-elle vraiment si nouvelle? C'est-à-dire que là, on pense qu'il n'y a rien. Il y a souvent une toute petite économie, souvent invisible, informelle, autour de la ferraille, de la bricole. C'est de la bricole, hein, mais qui, l'air de rien, joue un rôle majeur dans l'économie ou dans l'économie domestique des très précaires. Or, peut-être que justement, on a là des dispositifs qui peuvent des fois bousculer ou fragiliser eh bien, ces systèmes économiques très précaires et qui jouent un rôle dans l'économie donc des ménages précaires. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé discuter, mais on ne peut pas. Hein, mais en tout cas, l'hypothèse a été, ou ça a été montré un petit peu à propos d'Emmaüs, hein, qui a un peu bousculé tout le monde des chiffonniers, etc., hein, quand ils ont été créés. Je termine avec une dernière question, et c'est bon. Et demain, quelle mobilisation, hein? C'est un peu la question qui s'est posée à la veille, si je peux dire, des présidentielles. On voit qu'on a plusieurs dispositifs, plusieurs modèles. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace politiquement parlant d'en cibler un et de faire front commun? J'en sais rien, c'est pas à moi de répondre, mais voilà la question qui pouvait, comment dire, émerger, hein, quand on entendait ces débats très intéressants, et je remercie tout le monde, vraiment beaucoup. Merci Olivier pour cette synthèse à chaud. Sachez que voilà, tous les webinaires sont synthétisés par écrit par Olivier. Vous pouvez retrouver donc les 5 précédentes synthèses sur notre site, et bientôt la 6e de ce webinaire sera mise en ligne. C'est donc la fin de ce cycle de webinaires. On voit qu'on a balayé beaucoup de sujets, mais on en ressort avec beaucoup de questions aussi. On a loin d'avoir terminé. Bon, ben voilà, si jamais on se lance dans un nouveau cycle de webinaires sur la lutte contre la pauvreté, vous serez tenu au courant parce que voilà, vous êtes inscrit et vous nous avez donné votre adresse mail. Si vous voulez aller plus loin dans toutes les propositions qui ont été détaillées ce soir, je vous mets là le lien dans le chat de la page de l'événement sur notre site où on a mis les liens de toutes les propositions si vous voulez creuser. Et si vous voulez être au courant de tout ce que la revue projet fait en plus des webinaires, il faut que vous vous inscriviez à notre newsletter, puisqu'on ne vous enverra pas d'autres mails que ceux destinés au webinaire suite à votre inscription. Donc un grand merci à tous et à toutes pour votre attention jusqu'à cette heure. Merci pour vos questions qui ont été très riches et très diverses. Et évidemment, merci à nos 4 intervenants, donc Lénie Benpara de l'Institut Rousseau, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, un grand merci, Michel de Virville, vice-président de Territoire zéro chômeur, et Noam Léandri, ancien président de l'Observatoire des inégalités. Merci beaucoup. Et voilà, merci à Sciences Po et au CEE pour le soutien logistique, à l'Université de Tours et à mon collègue Benoît pour m'avoir aidé à trier les questions.
Je crois que j'ai dit merci à beaucoup de monde et à peu près tout le monde. Donc c'est bon, le webinaire est terminé, le cycle est terminé et on se retrouve peut-être pour un prochain. En tout cas, en attendant, la revue projet continuera de produire, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous soutenir. Un grand merci à toutes et à tous et puis bonne soirée.